Élection au Kenya. Un nouveau dispositif technologique a été acquis pour assurer l'intégrité électorale. Référendum en Mauritanie. On y enregistre une répression des marches hostiles au projet. Plusieurs blessés. Aux États-Unis, Donald Trump interdit l'armée aux transgenres. La nouvelle suscite des manifestations. Des tablettes tactiles, c'est la nouvelle trouvaille de la commission électorale kenyane dans l'optique d'assurer des élections crédibles. Les quelques 45 000 tablettes commandées par la commission à la société française Safran permettront de vérifier biométriquement l'identité des votants puis de transmettre les résultats au centre de décompte national en toute transparence. Pour la cause, une cinquantaine d'agents ont été recrutés. La formation suit déjà son cours. Les tablettes en question auraient des dispositifs sécuritaires exceptionnels. Tout chiffre erroné inséré est systématiquement repéré. Opposition et mouvance s'en félicitent. Reste cependant le problème de l'accès au réseau dans certaines régions du Kenya et les limites de l'identification biométrique. Les doigts sales ou gras pourraient ne pas être reconnus. Lors des dernières élections en 2013, de nombreuses défaillances techniques avaient semé le doute quant au résultat de l'élection. Mais cette fois-ci semble la bonne, assurent de nombreux observateurs. À chaque structure est constituée de jouer convenablement sa partition pour tenir gagner le pari. Les marches ont été organisées dans 2 départements de la capitale, Sabka au sud-ouest et Arafat au nord, par la nouvelle coalition dite Coordination de l'opposition démocratique, créée pour faire échec au référendum. La police est intervenue pour disperser les manifestants en faisant usage de bombes lacrymogènes et de matraques, faisant 8 blessés dont 4 graves, dont des dirigeants de partis et de mouvements qui composent la coalition, a affirmé à l'agence France Presse leur porte-parole, Saleh Ould Enana. Nous avons avisé les autorités de notre décision d'organiser notre programme de meeting et de marche comme le veut la loi, mais le régime despotique fait fi des lois et règlements, s'est insurgé l'opposant. Les partis qui composent la coalition ont décidé de faire une campagne pour un boycott actif du référendum, appelant leurs militants à ne pas aller voter le 5 août, espérant ainsi influer sur le taux de participation et de la sorte faire invalider le vote. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui continue ses meetings à l'intérieur du pays en faveur des amendements constitutionnels proposés, a vivement attaqué mercredi l'opposition, estimant qu'elle avait totalement échoué et l'accusant de chercher à créer le chaos dans le pays. Près d'1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer sur ces changements constitutionnels pour lesquels 2 urnes sont prévues. L'une pour les principaux amendements et l'autre pour la modification du drapeau national selon la commission électorale. Maréchal Madou Conté de son vrai nom, était au volant de sa voiture vers 1h du matin lorsqu'un inconnu muni d'une arme à feu l'a visé, a-t-il expliqué depuis l'hôpital de Bamako où il a été admis dans la nuit. Le jeune homme de 30 ans est connu pour dénoncer la corruption, le népotisme et d'autres travers de dirigeants politiques et religieux dans ses chroniques diffusées sur YouTube, le Madouka Journal et dans d'autres médias. J'ai reçu un appel de Madou qui était en train de crier au téléphone en me disant « Youssouf, je viens de recevoir une balle en pleine poitrine ». En fait, il était chez mon associé. Il est allé rendre visite à ce dernier et c'est sur le chemin du retour, au niveau du goudron, qu'il a reçu des balles et il n'a pas pu identifier ce dernier, malheureusement. Je voulais lancer un appel au calme. Je n'accuse pour le moment personne et je ne veux pas que des actions soient menées en mon nom. J'aime le Mali, a-t-il insisté. Maréchal Madou a récemment participé à des manifestations du non au référendum sur le nouveau projet de constitution qui divise les Maliens. Pour cet activiste, c'est à la police de faire son travail. Et on ne peut pas dire exactement c'est qui le problème. En tout cas, on a un problème, on a un sérieux problème avec le gouvernement et avec d'autres personnes. Mais pour le moment, je crois que c'est à la police de
de déterminer qui c'est vraiment à travers les enquêtes. Il aurait reçu dans la nuit la visite de plusieurs ministres, selon des sources proches du gouvernement et de sa famille. L'opposition réclame le retrait du projet de révision de la Constitution sur laquelle la Cour constitutionnelle a demandé le 5 juillet des amendements après le report s'inédit du référendum sur ce test initialement prévu pour le 9 juillet. C'est déconcertant, décourageant, démoralisant. Je sais qu'il y a beaucoup de colère dans la communauté transgenre en particulier et je sais qu'il y a des manifestations qui sont déjà organisées et qui vont avoir lieu à cause de cette action prise par Donald Trump. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile d'être transgenre et d'être dans l'armée. Et c'est même devenu un peu dangereux aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont révélé qui ils étaient. Et maintenant, ils sont dans cette position difficile de devoir renoncer à l'identité à laquelle ils s'identifient ou vivre avec les conséquences. Et c'est un choix très difficile pour les gens qui doivent y faire face. Une fois la décision prise, la Maison-Blanche peinait mercredi à détailler l'application de l'interdiction aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine. C'est sur Twitter que le président américain Donald Trump s'est exprimé. La nouvelle suscite de vives réactions jusque dans les rangs républicains. Quel est l'intérêt d'empêcher des gens de rejoindre l'armée alors qu'ils essayent juste de nous protéger? L'Amérique accepte tout le monde et Trump ne comprend pas ça. C'est mal qu'il essaye de retirer à qui que ce soit le droit de servir son pays. C'est injuste. Ils essaient de détourner l'attention du fait que le pays est révolté par ce gouvernement et la tentative du Congrès républicain de retirer l'assurance maladie de millions de personnes. C'est ça qui est réellement en train de se passer. Pour justifier sa décision, Donald Trump a mis en avant le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient. Le ministère de la Défense américain semble avoir été pris de court par cette annonce, alors que le ministre de la Défense, Jim Mattis, est en congé. Selon le ministère de la Défense américain, il y aurait 2500 à 7000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires en activité. Les relais 4 x 100 mètres masculins et féminins ivoiriens avec Marie-Josée Talou en vedette ont mis le feu au stade d'Abidjan. Entre 3 et 4 000 spectateurs ont poussé la sprinteuse 4e du 100 et 200 mètres au jeu de Rio, dernière relayeuse ivoirienne à franchir la ligne avec une large avance sur les Camerounaises et Canadiennes. C'est pas la première fois que je cours ici, mais avec ce public, c'est une chaleur en fait. Et c'était vraiment normal que je vienne soutenir les filles et amener quand même une première médaille pour ces championnats pour la Côte d'Ivoire. Cette victoire, ça représente beaucoup pour moi et les autres patriotes, a ajouté Talou qui s'est imposé sur 200 mètres à Monaco la semaine dernière. Je vise une médaille à Londres, a affirmé la sprinteuse qui sera une des favorites des mondiaux sur 100 comme 200 mètres. Elle ne s'était pas alignée en individuel sur ces Jeux de la francophonie pour ne pas hypothéquer ses chances londoniennes. Elle a néanmoins fait le déplacement au pays, contrairement à ses deux collègues sprinteurs qui ont également des ambitions à Londres, Muriel Aouré et Ben Youssef Meïté. Les garçons ivoiriens, eux, n'ont pas eu besoin de leur star pour s'imposer. Grâce à l'encouragement du public, qui m'ont soutenu, qui ne m'ont pas laissé tomber, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a eu la médaille d'or. Merci le bon Dieu. Parmi les autres résultats, Marthe Koala, qui défendra les couleurs du Burkina Faso dans l'heptathlon à Londres, s'est imposée sur 100 mètres haies d'un cheveu devant la Française Pauline Leit, alors que les Marocaines Fawa Sidi Madane et Oumeima Saoud, 6e la veille sur 800 mètres, ont signé un doublé sur 3000 mètres steeple. La situation au Burundi était au cœur d'une discussion ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi a présenté son premier briefing sur la situation du pays. Michel Kafando estime que pour une sortie de crise, le gouvernement burundais doit accepter le dialogue inclusif.
Il dit avoir rencontré l'ensemble des personnalités impliquées dans cette crise et que cela lui a permis de retenir quelques pistes de sortie de crise, dont le dialogue avec l'opposition en exil et celle vivant dans le pays. Pour Michel Kafando, l'accord d'Arusha doit cependant demeurer la norme de référence. En ce qui le concerne, le président de la Commission de consolidation de la paix au Burundi s'est appesanti sur le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et le problème de l'accès à l'aide humanitaire. Le représentant du Burundi près l'ONU a pour sa part plaidé pour la gestion de la crise par un processus de dialogue pour résoudre les questions politiques afin de reconquérir la confiance des partenaires du pays. Avec cet atelier, on va donner les outils nécessaires pour négocier les contrats d'achat avec le secteur privé. Donc, c'est un atelier qui, nous espérons, va vraiment aider l'entrée du secteur privé dans l'approvisionnement de l'électricité. Bien, c'est un grand plaisir d'être ici. On est ici avec tous les experts dans le domaine de l'énergie. Si on peut permettre une meilleure négociation des contrats d'achat d'électricité, on se retrouve dans une situation où on a un meilleur apport et un meilleur approvisionnement en électricité qui permet bien évidemment le développement social, économique et durable des différents pays impliqués. Le secteur privé joue un rôle très important dans l'approvisionnement en électricité, notamment lorsqu'on parle des développeurs indépendants, ce à quoi on réfère en tant que Independent Power Producers, les IPP, qui sont donc réellement en charge donc, de la production électrique. Alors ils jouent un rôle important et c'est justement avec eux que les contrats d'achat d'électricité seront négociés.